Alors, trois parties, hein, Locke et sa philosophie, donc la question de la liberté qui va nous intéresser aujourd'hui, et puis donc l'extrait de texte. Alors, John Locke, il naît en 1632 à Rington, un village qui existe toujours aujourd'hui, hein, et qui se trouve dans le Somerset, au sud de Bristol et au nord de Glastonbury. Alors, si vous regardez la carte, eh bien, vous voyez que Rington eh bien, se trouve à la frontière entre le pays de Galles et l'Angleterre. Alors, je parle de Glastonbury, comme vous le savez, c'est le lieu où est supposément enterré le roi Arthur, donc le roi des Bretons. C'est l'île d'Avalon, et c'est un site qui a un impact symbolique très fort, autant aujourd'hui qu'à l'époque de Locke. Alors c'était un lieu celtique fréquenté par les druides, et la légende dit que le fameux Joseph d'Arimathie y a emmené le jeune Jésus, quand il avait une douzaine d'années. Alors je le précise parce que Locke, évidemment, il est pétri de pensée chrétienne, mais il est aussi pétri de pensée bretonne. Alors Rington est connu aujourd'hui pour être le site de l'aéroport de la ville de Bristol. Et donc vous voyez que la ville se trouve en fait au niveau de Cardiff, donc en face de Cardiff, qui est la capitale du pays de Galles, donc de l'autre côté du canal de Bristol. Alors tous ces éléments sont importants parce qu'ils jouent un rôle dans la formation du jeune John Locke, puisque Locke ne pouvait pas ne pas prendre en compte effectivement l'existence de ces lieux spécifiques qui ont quand même vu naître la légende du roi Arthur et qui pouvaient que marquer son sentiment d'appartenance à l'ancienne Britain, donc la Bretagne, puisque comme je disais, Arthur c'est le roi des Bretons, voilà, mythique, légendaire. Alors cette influence géographique sur la personnalité de Locke est d'autant plus intéressante à savoir que c'est que Locke, évidemment, il est philosophe, mais il est aussi historien, n'est-ce pas? Et Locke, il sait très bien que Henri II, Plantagenet, eh bien, s'est servi du site de Glastonbury pour rattacher le pays de Galles à ce qui était à l'époque le royaume Plantagenet. Alors évidemment, c'est très intéressant, parce que Locke fait partie de ceux qui pensaient qu'en voulant contraindre le pays de Galles à se joindre à l'Angleterre, eh bien Henri II en quelque sorte fait l'inverse, c'est qu'il a extensionné le pays de Galles en direction de l'Angleterre. Et Glastonbury, centre spirituel de l'ancienne Bretagne, eh bien, ne pouvait que d'autant plus rayonner une fois anglais. Alors, comme je le disais, Locke, il est l'auteur d'un livre majeur qui s'intitule L'Essai sur l'entendement humain. C'est un livre qui a été publié en 1690 et ce livre est dédié au comte de Pembroke. Alors, Pembroke, c'est une localité du sud-ouest du pays de Galles. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, donc c'est un rappel historique d'importance, c'est que c'est le lieu où est né le célèbre Henri VII Tudor. Donc Henri VII, le père de Henri VIII. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est que Henri VII, en fait, il a dû fuir le pays de Galles dans sa jeunesse et il a dû se réfugier en Armorique, où il bénéficia de la protection du duc de Bretagne François II, qui est donc le père de Anne de Bretagne. Et je vous rappelle vraiment un épisode important, c'est que Henri VII devient roi de Grande-Bretagne, c'est-à-dire qu'il prête serment et il se marie par la même occasion, avant de retourner au pays de Galles, dans la cathédrale de Rennes. Et ça, c'est vraiment un élément important, c'est que Henri VII Tudor donc, a passé la majeure partie de sa jeunesse en Armorique, avant de devenir le roi britannique que l'on connaît. Alors il est né à Pembroke et bien Locke, comme Descartes fait un discours, un clin d'œil à la langue bretonne dans le discours de la méthode, eh bien Locke nous fait un clin d'œil là avec la dédicace de son grand livre qui est l'Essai sur l'entendement humain, avec cette dédicace au comte de Pembroke qui à l'époque était un ami à lui. Donc c'est une référence historique évidemment à Henri VII. Alors je me permets d'insister sur tous ces points parce qu'évidemment Locke connaît cela. Donc, quand Locke devient philosophe en lisant Descartes, eh bien, il fait partie de ceux qui savent évidemment que la famille de Descartes habitait à Rennes. Autrement dit, John Locke est très bien informé des liens qui existent entre la Grande-Bretagne et la Petite-Bretagne, l'Armorique. Et évidemment, s'il voudra se positionner par rapport à Descartes, eh bien, ça n'est pas du tout un hasard.
Alors John Locke, il naît en 1632. Alors je vous ai mis ici François II et Anne de Bretagne, pour le rappel. Donc Henri VII qui passe sa jeunesse en Petite-Bretagne. Donc si Locke naît à Rington en 1632, il faut aussi préciser que 1632, eh bien, c'est un siècle après 1532, donc l'union de la Bretagne à la France, qui précède de 4 ans l'union du Pays de Galles à l'Angleterre. Alors l'union du Pays de Galles à l'Angleterre, c'est 1536. Alors, de manière plus dramatique que Descartes, qui ne pouvait pas se considérer comme breton, évidemment, au début du XVIIe siècle, Locke pouvait encore moins se sentir gallois. Et cela parce qu'à l'époque, le Pays de Galles eh bien, était entièrement réorganisé en comté anglais. Alors, je ne vais pas développer ce point parce que ça m'emmènerait trop loin, et j'en viens directement aux grandes lignes, comme annoncé, de la philosophie de Locke. Alors, ce qui est très, très, très intéressant, souci de chaise, c'est que, évidemment, Locke, alors il ne se réclame pas de Descartes, mais Locke, en fait, veut se différencier par rapport à la lecture française qui commençait à être effectuée de Descartes à l'époque. Et c'est très intéressant de mettre en rapport les deux auteurs. C'est que, contrairement à Descartes, qui fait retour sur lui-même, donc vous savez, la réflexion qu'on a abondamment abordée cet automne, eh bien, pour comprendre qui il est, c'est le je pense, je suis, eh bien, le Gallois, qui est John Locke, pense justement qu'il faut plutôt composer avec les autres avant de savoir ce qu'il en est pour soi. Alors j'attire votre attention à ce sujet sur le fait que le Pays de Galles, géographiquement parlant et symboliquement parlant, c'est évidemment une situation assez délicate parce que ce n'est pas une île comme l'Irlande, c'était pas non plus la péninsule armoricaine, quasi presqu'île. Et les Gallois, effectivement, ont une difficulté à se différencier des Anglais du fait que le Pays de Galles fait comme partie, territorialement, pardonnez-moi, de la sphère d'influence anglaise. Et c'est-à-dire qu'il n'a pas la pleine liberté effectivement, de faire valoir une différence comme les Écossais, les Irlandais ou les Bretons. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que ce contexte gallois eh bien, forge la pensée de Locke. Donc Locke développe sa pensée philosophique par rapport à la grande référence de l'époque qui est Descartes. Et les Français ont pu dire évidemment que Locke s'opposait à Descartes. Mais c'est moins simple que cela évidemment. C'est surtout que Locke souhaitait s'opposer à la lecture française qui était faite de Descartes. Alors à ce sujet, je vous informe que Locke s'est rendu comme Descartes en Hollande, notamment à Amsterdam, et juste avant la glorieuse révolution anglaise de 1689. Mais il s'est aussi rendu en France, à Montpellier, donc à la faculté de médecine de Montpellier, et c'est à Montpellier que Locke a rencontré celui qui sera son traducteur français, qui est Pierre Coste. Alors c'est important à rappeler car le livre de Locke dont j'ai parlé, donc, qui s'intitule L'essai sur l'entendement humain, eh bien, devait, selon Locke, remplacer la lecture française qui était faite du discours de la méthode de Descartes. Alors ce qui gêne Locke concernant la lecture qui est faite de Descartes à l'époque, eh bien, c'est la notion de innéisme, c'est-à-dire l'idée que l'on viendrait au monde, donc à la naissance, avec des idées toutes faites. Donc, comme j'ai déjà pu le dire, Locke, c'est le père de l'empirisme. Et Locke, eh bien, il ramène tout à l'expérience. Donc, pour Locke, l'être humain ne vient pas au monde avec la faculté de la raison inscrite en lui. Pour lui, la raison, eh bien, ça s'acquiert seulement au cours de l'expérience de la vie. Donc il semble donc à Locke que les Français ont une lecture poussée de la raison chez Descartes, qui peut laisser croire que Descartes considère la raison comme une faculté innée. Alors je ne vais pas tout développer parce qu'évidemment c'est des points qui méritent de plus ample développement. Mais ce qu'il est vrai, c'est que Descartes a une notion forte de la liberté qui peut laisser penser que pour lui, les hommes naissent libres. Alors que pour Locke, en fait, cette liberté s'acquiert au fil du temps et au fil de l'expérience, comme je viens de le dire. Alors c'est un petit peu toute la différence entre le contexte armoricain et le contexte gallois, c'est que chez Locke, tout s'acquiert. Autrement dit, rien n'est donné ou rien n'est inné, comme cela lui semble être le cas
non pas dans le texte de Descartes, mais dans la lecture française qui était faite du texte de Descartes. Alors, c'est là où j'en viens au thème d'aujourd'hui, c'est que pour Locke, la vérité et la connaissance de la vérité ne saurait être une affaire personnelle, c'est-à-dire qu'il faut toujours en fait être au contact des autres, et vous avez là le contexte prégnant entre gallois et anglais, c'est que Locke est toujours en vis-à-vis, où il développe sa philosophie en rapport avec la pensée anglaise, et de manière beaucoup plus étroite que ne le fait Descartes par rapport à la pensée française existante de l'époque. Pour Locke, faire de la vérité, de la connaissance de la vérité, une affaire personnelle, eh bien, ça ne peut que mener à la confrontation et au conflit. Un conflit, évidemment, auquel les Gallois n'avaient pas intérêt à prendre part, parce qu'il y avait un rapport de force important entre Anglais et Gallois. Et Locke nous fait comprendre qu'en fait, les Gallois ont su éviter le conflit avec les Anglais. Mais c'est pas pourtant qu'ils ont été assimilés, c'est qu'ils ont justement conservé leur spécificité culturelle et notamment la liberté de leur état d'esprit. Et cette liberté-là, eh bien, elle est développée de manière très subtile dans les textes de Locke et de manière moins radicale que Descartes en fait. Mais encore une fois, le Descartes que les Français lisaient à l'époque, c'est-à-dire après 1650, le décès de Descartes à Stockholm. Donc la pensée de Locke, c'est extrêmement important parce qu'elle a évidemment influencé les premiers Américains, notamment la Révolution de 1776. Et bien en fait, les Américains, les premiers Américains, donc c'est-à-dire les anciens colons anglais qui souhaitaient se défaire de l'autorité de Londres, eh bien, on trouvait dans les textes de Locke une ressource, justement, pour penser par eux-mêmes, mais aussi pour gagner cette liberté-là. Cette liberté, cet état d'esprit libre qui caractérisait les Gallois. Et mine de rien, eh bien, c'est justement cette pensée de la liberté que les Américains ont décelée chez Locke, et parmi eux, eh bien, Benjamin Franklin, et Thomas Jefferson, qui, comme vous le savez, est le rédacteur de la Constitution américaine, et qui s'inspire des textes de Locke. Alors, comme je le disais en introduction, John Locke, il est connu pour un livre célèbre, qui est l'essai concernant l'entendement humain. C'est un ouvrage qui est publié une quarantaine d'années, donc après la mort de Descartes en 1650. Mais Locke est aussi connu pour ses livres éthiques et politiques, comme par exemple sa lettre sur la tolérance ou son traité du gouvernement civil. Alors ces livres ont fait de Locke le chantre du libéralisme politique et économique, mais comme vous le savez, c'est un peu plus subtil que ça. C'est que la question de la liberté chez Locke, donc qui annonce le libéralisme, ne se résume pas à la liberté de penser ou à la liberté d'entreprendre. Il s'agit avant tout de la liberté de l'être humain à être lui-même. Et c'est là justement où le contexte historique, l'histoire galloise est très important dans le développement de la pensée de Locke. C'est que, évidemment, la pensée de Locke est subversive et assez... étonnante pour son époque, parce que si elle est d'avant-garde, c'est justement parce qu'elle mise tout sur cette notion de liberté de l'être humain. Et c'est là ce sur quoi je souhaite attirer votre attention aujourd'hui, c'est que chez Locke, la notion de connaissance qu'il développe dans son essai n'a pas qu'un intérêt scientifique, ça a également un intérêt, on va dire, existentiel. C'est que Locke considère que notre connaissance nous libère des préjugés et des opinions toutes faites et des jugements à l'emporte-pièce. Et ça, c'est très important parce que les préjugés, c'est les conceptions a priori, c'est ce qui risque toujours de nous monter les uns contre les autres. Et Locke est très vigilant par rapport à ça. C'est pour ça qu'il insiste sur la tolérance, le respect de l'expérience de chacun, de la pensée de chacun. Et c'est parce que la tolérance est liée à la connaissance aussi, qu'on a des choses et du monde. C'est-à-dire que l'accès que j'ai, moi, à une certaine connaissance n'est pas forcément contradictoire avec celle qu'un autre a. Et pour Locke, c'est en ce sens que la connaissance nous libère de nos mauvais réflexes, c'est-à-dire notre grande capacité à nous opposer les uns aux autres, car justement, la connaissance nous amène à un certain accord les uns avec les autres.
C'est-à-dire que Locke considère qu'il est primordial de toujours confronter son expérience du monde à celle que les autres peuvent faire. Et vous voyez que c'est l'illustration du contexte entre gallois et anglais. Et c'est en ce sens que la connaissance, pour Locke, est libératrice. La connaissance libère chez Locke, et c'est en ce sens qu'aujourd'hui qu'on s'intéresse à cette notion de liberté chez lui. C'est que Locke écrit quand même ses textes à une époque où la liberté de conscience est quand même une notion assez difficile. Et c'est pas seulement une métaphore lorsque on dit que Locke s'inspire de Descartes. Alors je reviens ici sur la couverture du livre qui a été publié en poche sur la lettre sur la tolérance. Vous avez ce cadenas. C'est très intéressant parce qu'effectivement c'est l'illustration que Locke, comme Descartes, souhaite un peu, on va dire, entre guillemets, déverrouiller les esprits. C'est-à-dire, comme on a dit la dernière fois avec Hume, c'est-à-dire éveiller l'esprit humain à son activité, mais aussi libérer une capacité de pensée. Et la liberté de conscience, évidemment, à l'époque de Descartes et Locke, c'est quelque chose d'extrêmement difficile à mettre en avant. Parce que, bon, évidemment, la science en dépend, mais évidemment, ça a des implications culturelles et politiques fortes. Alors, pour Locke, comme pour Descartes, il ne faut pas seulement chercher la vérité, il faut aussi la trouver. Voilà, c'est qu'il y a une exigence de connaissance, et c'est cette exigence-là qui est véritablement révélatrice de la liberté de penser, la liberté d'être soi-même. Alors, bien se conduire, pour Locke comme pour Descartes, ça a un sens éthique, ça a un sens scientifique aussi, c'est-à-dire bien conduire son esprit. Et bien conduire son esprit, eh bien, c'est être clairvoyant vis-à-vis de soi-même, mais aussi vis-à-vis des autres. Alors j'attire votre attention ici sur le fait que Locke a écrit à la fin de sa vie un petit texte qui s'intitule « De la conduite de l'entendement ». Et en fait, les commentateurs y ont vu une référence explicite au discours de la méthode de Descartes. C'est qu'en fait, Locke non seulement fait un clin d'œil à la philosophie de Descartes, mais en un certain sens s'en réclame aussi. C'est qu'il y a une manière de conduire son esprit qui est éminemment importante en science, en la connaissance, mais qui est également très importante au niveau pratique, pragmatique, et qui a des conséquences éthiques et politiques. C'est que bien se conduire, bien conduire son esprit, c'est effectivement savoir être libre. C'est-à-dire que être libre, eh bien, c'est tenir compte de nombre de choses, tenir compte de l'expérience des autres, prendre compte de la connaissance que les autres ont, pardonnez-moi, eux aussi du monde. Et être libre, eh bien, c'est aussi être responsable. C'est-à-dire que c'est avoir des droits et c'est aussi avoir des devoirs. Et ça, c'est autant valable en sciences que dans toutes les questions culturelles, politiques, éthiques. Alors, la liberté, pour Locke, n'est pas, comme chez Descartes, liée au fait d'être soi-même. Alors, c'est pas que Locke contredit Descartes, c'est juste qu'il fait apparaître une autre dimension de la question de la liberté. Donc, pour Locke, la liberté n'est pas comme chez Descartes, le fait d'être lié au fait d'être soi-même, mais au fait de consentir ou non à ce qui est. C'est pour ça que je parlais de responsabilité tout à l'heure. C'est que Locke dit en substance que lorsque l'on n'est pas d'accord avec ce qui se passe dans la réalité physique, alors il faut se manifester et dire justement pourquoi on n'est pas d'accord. Mais si on est d'accord avec ce qui est, alors il n'y a pas lieu de se manifester. Et là, vous avez justement le contexte, encore une fois, gallois, par rapport à l'histoire de Grande-Bretagne, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne. C'est que Locke développe dans ses livres une notion qui est très importante pour bien comprendre sa pensée sur la liberté. Et cette notion, c'est celle de consentement tacite. Alors la notion de consentement tacite chez Locke, elle peut être rapprochée de ce qu'on a dit de l'obéissance passive chez Berkeley. Vous savez, l'Irlandais Berkeley qui dit que il faut obéir aux règles et aux coutumes du pays que l'on habite, mais qu'à certains moments, on est aussi en droit de ne pas le faire. Donc il y a une obéissance passive qui peut révéler en fait une liberté active. Alors c'est un peu ça la notion de consentement tacite chez Locke, mais c'est plus subtil encore que chez Berkeley, et c'est justement lié à l'histoire galloise
qui évidemment est différente de l'histoire irlandaise. Comme je le rappelais tout à l'heure, l'Irlande c'est une île, donc l'indépendance d'esprit s'y manifeste plus facilement que évidemment au Pays de Galles, qui est une portion de territoire rattachée à un territoire plus vaste, qui est celui de l'Angleterre, et donc in fine celle du Royaume-Uni de Grande-Bretagne.